Hi guys, welcome back in Blend. Donc aujourd'hui on est dans un nouvel épisode. Moi c'est Camille, je suis Communication Manager chez Studio Mati et aujourd'hui je host cet épisode avec Mati. Et moi je suis Mati, je suis Creative Director et fondatrice de Studio Mati. Et donc aujourd'hui on accueille dans ce nouvel épisode Daryl. Hello. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très très bien, merci de m'avoir invité. Avec plaisir, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est normal. Vraiment le principe de Blend c'est pouvoir mettre en avant des personnes comme toi, des créatifs de Bruxelles. Et on s'est dit que c'était vraiment l'occasion pour nous de t'inviter. Peut-être qu'on va commencer avec une petite présentation. Dis-nous ce que tu fais. Moi je m'appelle Daryl Croiset, j'ai 27 ans. J'ai commencé mon entrée dans ce monde créatif, on va dire, il y a environ 10 ans, donc ça fait presque 10 ans que je suis dans ce monde-là. J'ai commencé en tant que DJ, parce que tout simplement j'ai rencontré des gens à l'époque qui étaient dans ce milieu-là. Alors que moi du tout, à la base, la musique, c'est pas du tout mon univers, j'étais un gamer à l'époque. Et donc j'ai rencontré une personne qui m'a transmis cet amour à la musique. Par la suite, cette personne était promotrice pour une soirée à l'époque qui était à Basement. Donc on m'a contacté, on m'a demandé si je voulais faire partie de l'aventure et comme moi je suis curieux en vrai, je me suis dit ouais, allons-y, let's go. Donc je suis entré dans la Basement, j'ai commencé à être promoteur. Après on a vu que je kiffais vraiment beaucoup la musique. J'ai rencontré une autre personne qui m'a introduit au DJing. Et donc on allait chez lui, j'ai commencé à toucher les platines, ça allait très très vite. Et après, comme c'est un petit milieu, c'est du bouche à oreille, les gens ont commencé à comprendre que je mixais chez moi en cachette, pas en grand club. Et après, au fur et à mesure, les gens ont commencé à m'appeler et j'ai commencé à mixer un peu partout à Bruxelles. Et par la suite, du coup, après, je suis entré, après le Covid, j'ai pris du temps pour la production. J'ai commencé à produire des instrumentales parce qu'en vérité, le DJing, tu fais le tour très très vite, on va dire. Et le DJing, tu apprends vraiment la base des productions et tout en même temps. Donc le DJing et la production, ça se relie. Et comme tu comprends comment les musiques fonctionnent et comment les musiques sont composées, c'est vraiment la suite logique. Et donc j'ai commencé à produire après le Covid. Et après, tu te rends compte que tu mixes, tu sais comment se composer des musiques et tu te dis pourquoi pas terminer la boucle et monter et faire toute la musique de toi-même. Donc commencer à la produire, après chanter et la mixer en club. Tu vois, c'est vraiment, donc tu chantes aussi en fait. Ouais, je chante aussi. J'ai commencé depuis 1 an à chanter. Exactement. Ok, nice. Je savais pas. Je connaissais le Daryl sous DJ et sous organisateur des Private Fields. Mais le Daryl chanteur, je le connaissais pas. C'est intéressant aussi. C'est encore une petite part, mais ouais, là ça commence à bien prendre. Comme tu dis, ouais, la boucle est un peu bouclée. Tu as un peu touché à tout. C'était la suite logique, j'imagine, peut-être de continuer avec le chant. Exactement, c'est ça. Et c'est transmettre ses émotions différemment aussi parce que quand tu mixes, tu transmets des émotions déjà faites, on va dire, de personnes qui sont déjà dans le monde. Mais quand tu es compositeur et chanteur, c'est vraiment tes propres émotions et c'est vraiment, pour moi, c'est beaucoup plus réel de transmettre ce genre d'émotions. Tu écris aussi tes textes, toi? J'écris aussi mes textes, je fais tout. Nice. Et à choisir entre tout, tu te sens le plus à l'aise dans quoi pour transmettre justement ces émotions? Au début, évidemment, c'est le DJing parce que c'est plus simple, on va dire. Mais là, par exemple, à la dernière soirée Private Fields, on s'est dit avec mes autres collègues qu'on donnerait le micro un peu à n'importe quel artiste présent dans la salle sans annoncer l'artiste. Donc par exemple, il y a un DJ qui va mixer, je suis pas au courant, un de mes sons. Là, il a fait ça, il a mixé un de mes sons, il m'a dit ouais, vas-y Daryl, tu veux chanter sur ton son, tu vois. Donc c'était en live. Moi j'étais là. Ouais, vas-y, tu vois, je l'ai fait que chez moi, mais après je l'ai fait en live et ça s'est super bien passé. Et les émotions que tu ressens à ce moment-là, c'est super bien. Elles sont beaucoup plus prononcées que quand juste tu mixes des émotions. Et l'émotion reçue par le public, pour toi, elle est différente aussi alors Parce que je veux dire, quand tu vois les gens danser sur tes sons, ça te fait plaisir, tu sens la vibe et ça te donne aussi du... Et ça transmet un truc, mais j'imagine que là, la personne, tu dois chanter, t'es un peu toi dans ta bulle et tu sais pas comment les autres vont recevoir, la chose. Oui, en fait, tu vois vraiment, parce que ok, on va dire que quand tu fais ta musique, pour toi, au début, tu sais pas trop si elle est bonne. Donc tu vas te commencer à demander autour de toi, à tes amis proches, si c'est bon, etc. Donc les gens te font des retours.
Mais quand les gens présents devant toi, ben, c'est pas forcément tes amis. C'est ça. Donc, tu te mets à nu un peu, parce Ouais. que tu sais pas quelle va être la réaction. Et là, en vérité, ce soir-là, bah, c'était vraiment super naturel parce que j'étais vraiment dans mon monde. Les gens réagissaient en plus, parce que parfois les gens réagissent pas. Tu vois, mais ce qui est cool avec Private Field, c'est qu'on a vraiment réussi à construire une communauté qui vient vraiment là pour la musique. Ouais, c'est Qu'elle peut-être aime, bien tu vois. de recontextualiser ce que Ouais. c'est J'ai Private même pas Fields. parlé encore de Private Field. C'est vrai, c'est ma faute. Pas de souci. Donc, ben, j'avais commencé le DJing en 2016. Ouais. Et donc, ben, avant Covid, c'était début 2020 parce que Covid il est arrivé en mars, si je me rappelle bien. C'est ça. Et on avait vu qu'à Bruxelles, il n'y avait pas vraiment de soirée qui jouait nos sons, tu vois. Plus vraiment le vrai R&B, pas forcément le R&B connu, tu vois, tout ce qui est plus, on va dire, nous on est beaucoup plus axé US. Ouais. On arrive à jouer des sons français, mais c'est vraiment beaucoup plus axé US. Et notre vibe, c'est plus le Toronto Sound, tu vois. Je connais pas C'est du tout. un peu, c'est un univers très très froid, très sombre, beaucoup plus ancré dans les sentiments. Ok. Ben, un des précurseurs, c'est Drake, qui a lancé un peu cette vague. Ok. Et après, il a signé des gens comme Party Next Door, Division, Magic Ok, je vois Jordan. le C'est genre vraiment alors. cet univers très froid, sentimental, Mhm. tu vois. Et au début, j'étais juste avec un pote qui s'appelle Greg, qui lui n'était pas forcément dans cet univers-là, mais il écoutait un tout petit peu ce genre-là, mais il s'est dit, ouais, vas-y, en vrai, allons-y à deux, parce que lancer un projet tout seul, c'est un peu compliqué, sans te mentir, tu vois. Et donc, on a fait ça au Réservoir Bar. La toute première soirée, c'était au Réservoir Bar, dans la rue Haute. Ouais, Il y avait même, je sais pas comment il est arrivé là, mais même Stromae est venu à notre soirée. Ok. Je sais pas du tout comment, wow. comment il est arrivé là, mais bref. Et Première donc, soirée en plus. Ouais, première soirée, ouais, totalement. Vraiment, je sais pas comment il est arrivé là. Ok, trop bien. Et voilà. Et donc, ouais, première soirée, tout se passe bien. Ben, on veut lancer la suite. Ben, le Covid arrive. Donc, Et là, bloque un peu. bloque un peu. Donc, je pense qu'on n'a pas fait d'édition après pendant 1 an. Et après, ben, on est revenu, on a relancé une deuxième édition. Je sais plus où était la deuxième édition, dis-toi. Je pense que c'était à Fernand Coq. Il y avait un bar qui s'appelait The House, je pense. Ouais, Je pense vois que c'était Fernand ça. Coq, mais C'était ouais. sur la place là. Maintenant, malheureusement, le bar a fermé. Mais Ok. donc là, on a fait une deuxième édition là, qui s'est aussi super bien passée. Et là, on avait des amis qui ont été signés chez Le Jeune, qui aussi kiffaient cet univers-là, en vrai. Et moi, je me suis dit, ouais, mais en vrai, les gars, ben, venez dans l'aventure avec nous. Tu vois, donc on est passé de 2 personnes à 5 personnes. Et comme ces personnes-là avaient aussi des communautés différentes, ben, ça a encore fait grandir plus la chose, tu vois. Et donc là, par la suite, on s'est dit, ouais, vas-y, on va choisir de faire une soirée dans un lieu plus grand. Et là, on est passé chez Plein Public. Et Plein Public, c'est 500-600 personnes. Et c'est sold out ou... Ouais, hein, bah, en vérité, la première édition, on avait fait, je pense, 450 personnes. Mais après, oui, on a toujours fait sold out. Et là, ça faisait. On a fait, je pense, ça a fait 2 ans, ouais, 2 ans en Plein Public. C'est ça, ouais. Trop bien. Et puis vous bookez ouais. aussi un peu des artistes. Ouais, le but qu'on s'est dit aussi, c'est qu'on voulait pas juste, même si les DJ c'est des artistes bien sûr, mais on voulait pas que rester dans ce thème de simple soirée juste avec des DJ, tu vois. Donc on voulait un peu se démarquer et on s'est dit, ben en vrai, pourquoi pas continuer de le lancer et inviter de vrais artistes sur scène. Et donc le premier qu'on a invité sur scène, c'était Made in Paris. Ouais, je connais pas non plus. C'est un chanteur francophone de Paris qui fait aussi du R&B, bien évidemment. Ouais. On va pas booker des artistes qui sont totalement hors notre vibe. Et là aussi, on a fait un sold out. On s'y attendait pas. On s'est dit, ouais, vas-y, on va juste inviter un artiste qu'on kiffe. Et on voit ce que ça donne. Et donc, ouais, les gens étaient là, ils ont répondu à l'appel. C'est vraiment super bien passé. Et donc, par la suite, on a voulu inviter un autre artiste beaucoup moins connu, qui est des States. Qui s'appelle Cash Cobain, qui est maintenant en vogue partout. Enfin, il a produit pour Drake, Don Toliver. Il a commencé chez vous. Ouais, c'est ça. À l'époque, il avait pas produit pour eux, tu vois. C'est ça qui est ouf. Donc, on a été un peu précurseurs sur ce coup-là. Et on l'avait fait en collaboration avec le Jeune Club. Vu que mes 2 autres gars étaient aussi dans le Jeune Club, on a parlé, on s'est dit, ouais, bah, faisons-le ensemble, tu vois. On n'était pas sûr de ce que ça allait donner. Et donc là, ça s'est super bien passé aussi. Et là, récemment, il y a 2 mois, on a invité un autre artiste francophone, aussi pas très connu, qui s'appelle KLS. Et là aussi, très bonne réception du public, ça s'est super bien passé. Et, on compte pas s'arrêter, quoi. Trop chouette. Moi, ce que je voulais aborder un peu avec toi, c'était l'identité visuelle que vous dégagez sur Private Fields et que tu dégages aussi sur ton compte Insta. On est conscient que les réseaux sociaux, surtout Instagram, c'est super important. Communication manager, je ne vais pas du tout dire le contraire, voilà.
Et je sais que en tant qu'artiste, moi je voulais un peu voir comment tu perçois cette relation, parce que voilà, il y a plein de bons côtés à Instagram, et puis il y a quand même des mauvais côtés. Et voir un peu comment toi tu te définis par rapport à l'identité visuelle, perso, pour Private Fields. Quel est un peu votre raisonnement vis-à-vis de tout ça? Tu veux que je commence par quoi? Par Private Fields ou moi en général, on va dire? Je t'ai invité toi, donc on va peut-être commencer par toi. Donc pour moi, en vrai, j'ai toujours été attiré par ce côté visuel parce que c'est ce qui te définit, c'est un peu la première image qu'on voit de toi. En vrai, donc si t'es pas carré dans tes visuels, les gens ils vont pas forcément s'intéresser à toi. Et comme moi, en vérité, je suis quelqu'un de très carré dans tout ce que je fais. Il faut que tout soit tip-top, etc. Quand je veux découvrir un artiste ou autre chose, c'est directement l'image sur laquelle on arrive. Et donc, s'il y a un truc qui me titille, généralement, je ne vais pas forcément m'intéresser plus à cette personne-là. Et donc, avec mon frère, je me suis dit, en vrai, je dois le faire de mon côté aussi parce que c'est l'image de marque, tu vois. Donc, ouais, pour moi, c'est ce côté-là. Et comme je suis le fondateur de Private Fields, c'est un peu la même chose. Et quand je regarde un concept, il faut que ça me parle directement. Mais comme moi, je suis quelqu'un de très méticuleux, j'aime bien aussi les petits détails, tu vois. Il ne faut pas que ça parte dans tous les sens, mais il faut qu'il y ait quelques trucs bien précis qui te définissent. Donc, en vrai, Private Fields, c'est vraiment c'est simple, mais c'est en même temps très visé, tu vois. Et qu'est-ce que je pourrais dire pour Private Fields? Ça me rejoint aussi, mais comme c'est du R&B, on sent que les univers s'entremêlent un peu. Ça, c'est normal. Et donc, pour Private Fields, comme c'est du R&B de base, il faut qu'on arrive à retransmettre cette émotion dans nos covers. Tu vois, parce que quand on affiche un événement, la première chose que les gens voient, c'est vraiment que c'est la cover avec les différentes informations. En fait, il faut que la cover elle représente le mood de la soirée. Tu vois, il faut que quand tu vois la cover, tu sais à quoi tu vas t'attendre et dans quel univers tu arrives à la soirée, tu vois. Et c'est comme ça qu'on s'est démarqué parce qu'en vérité, à Bruxelles, c'est pas trop comme ça. Nous, on s'inspire beaucoup des États-Unis parce qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup comme ça. Mais moi, je me rappelle qu'à l'époque, non, c'était pas forcément comme ça. Les gens allaient à cette soirée-là parce qu'il y avait tel genre de personnes qui étaient présentes, mais pas vraiment pour le l'ambiance concept, et le concept, la musique. Ok. Non, mais ce que tu me dis, ça me parle parce que je répète souvent que pour moi, Instagram, c'est devenu la carte de visite digitale. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Tu me parles de quelque chose, première chose que je fais, c'est regarder sur Insta. Et comme tu dis, si c'est pas carré, je suis pareil, ça doit être bien carré. Si c'est pas carré, moi, je swipe moi aussi, et ciao. En plus, tout va très vite maintenant. C'est ça. Et donc, ça, le truc. Comment arriver à se démarquer dans un truc où en fait, tu peux trouver tout et n'importe quoi. Et si c'est pas sur ce DJ là que je vais kiffer, je vais d'office en trouver un autre. Donc il faut réussir à attirer l'audience en fait, tout simplement. Moi je trouve ça super intéressant que tu mets du son en fait. Allez, que tu transmettes du son vers du visuel. Allez, je pense que c'est une qualité que pas beaucoup de gens ont. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment tu fais? Allez, c'est question d'émotion. Is it vibe ou c'est genre t'as une tactique, t'écoutes de la musique quand tu crées, comment tu fais? En vrai, déjà, moi qui suis créateur de musique maintenant et artiste, en fait, quand j'écris des textes, j'arrive à m'imaginer les images dans ma tête. Donc, quand tu sais à quel genre de soirée tu vas, tu sais quel genre de son il va y avoir et tu arrives à t'imaginer les ambiances de ces sons-là. Et après, tu dis, je vais essayer de représenter ce que ce son-là m'aspire. Et donc là, on arrive à concocter différentes covers. Mais comme moi, j'ai très facile à mettre des images sur des mots ou des ambiances, ça va super bien. Ouais, c'est super intéressant. Donc, Nice. Et j'en parlais l'autre jour en plus, c'est qu'il y a une personne qui m'a dit que mais il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à mettre des images sur des mots, tu vois. Alors que même quand moi j'écoute de la musique, j'arrive directement à m'imaginer. Dans notre équipe aussi, c'est tout le temps la chose la plus difficile, c'est faire des mood boards. C'est de mettre un sentiment que tu vois le visuel devant toi, mais de le mettre vraiment en visuel, c'est hyper compliqué. Quoi. Parce que c'est vraiment training. C'est tellement personnel, ce que je ressens, ce que tu ressens. Et arriver à mettre ça sur papier, parfois. Et quand tu... dans les fêtes même aussi, l'ambiance, tu essaies de la transmettre aussi, genre avec les lumières et tout? Oui, bien sûr. En fait...
Mon inspiration, comme c'est très R&B, c'est très sensuel, sombre en même temps, mais aussi avec un certain côté chaud. Mais ça, on arrive à le retransmettre dans les visuels ou aussi avec les lights. Les lights, c'est super important parce que une soirée avec des lights normales, genre des lights jaunes, enfin la nuit, ça donne pas très très envie. Alors que ouais, si tu mets des lumières tamisées, que ce soit du bleu, du rouge ou un petit peu du mauve, ça met les gens beaucoup plus en condition. Aussi, ça les rend plus en immersion, on va dire. Donc ouais, c'est vraiment super important. Vraiment. Et tu as vraiment fait un personal branding quand tu as commencé, tu as vraiment réfléchi, ok, comment est-ce que je vais me faire mon personal branding et comment je vais le transmettre vers ce que tu as quand même créé à côté, le Private Fields. Comment tu as vraiment fait un réfléchi ou... En fait, c'est vraiment venu naturellement. J'ai pas trop réfléchi sur J'ai une idée, je l'ai lancée. Mais c'est parce que je pense que moi, je suis comme... En fait, la soirée, c'est moi. En vrai, c'est juste moi en tant qu'artiste, mais en soirée, tu vois. Donc, c'était vraiment pas réfléchi. C'était des choses très logiques pour moi. Et ouais, sans te mentir. Et après, je m'inspire beaucoup aussi de ce que je vois. Donc, que ce soit dans les visuels, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui regarde tous les jours des clips, alors que les gens, ils regardent pas forcément les clips. Et je trouve que les clips, c'est super important dans tout ce que tu fais, que ce soit dans bien sûr le côté artistique, parce que ça t'inspire pour toi-même tes propres visuels. Mais les soirées, c'est aussi des visuels. Donc, ce que je vois dans les clips, les ambiances, etc., tu peux le retransmettre en soirée. Donc, ouais, c'est venu naturellement, je dirais. Ok, pas de stratégie. Non, on va dire la stratégie qu'on a mis plus en application, qu'on était un peu newbie au début, c'était la communication, tu vois. Mais vraiment, le côté pur artistique, c'était pas vraiment réfléchi, c'est venu naturellement. Quoi, ouais, c'est venu dans toi. Quoi. Exactement. Et je pense que c'est pour ça que les gens ont directement adhéré au concept, parce qu'ils sentaient que c'était pas travailler, en fait. Tu vois, enfin faire une soirée pour faire une soirée. Non, c'était juste, on était juste des gars qui kiffaient la musique. Il n'y avait pas forcément notre musique en soirée. On s'est dit, ouais, faisons-le pour nous. Tu vois. Et les gens ont répondu présent et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Là, ça fait 5 ans quand même déjà. J'espère encore. Ouais. J'aime bien ce que tu dis, de dire, ouais, les gens pensent que c'est pas travailler, alors qu'au final, c'est quand même réfléchi. Et je trouve que c'est ça le mieux quand tu arrives à faire passer un truc, que les gens se disent, oh waouh, je peux faire la même chose, c'est tellement facile. C'est même nous en communication, je trouve que c'est hyper valorisant parce que tu dis ok, j'ai bien fait mon job parce que les gens ont réussi à capter ce que je voulais transmettre et du coup je trouve ça nice. Et c'est aussi le fait d'être une équipe. Ok, tu as tes idées, mais parfois tu penses avoir la bonne idée, mais elle n'est pas forcément bonne. Et le fait d'être en équipe, c'est que tu brainstormes beaucoup plus facilement. Bien sûr. Tu vois. C'est clair. Et donc oui, bien sûr, j'aurais réussi à faire ma soirée peut-être tout seul, mais pas dans la même envergure, tu vois. Et donc, je trouve que c'est vraiment important d'être entouré parce que parfois les gens te recadrent, tu vois, tu penses que tu es dans le bon, mais tu n'es pas forcément dans le bon. Et le brainstorming, c'est la meilleure chose parce que tu partages vraiment tes idées et tu as différentes influences aussi. Et ça permet aussi qu'on se renouvelle. Tu ne vas pas toujours proposer la même chose, même si on propose du R&B, mais tu as différents sortes du R&B, etc. Tu vois, et tu parlais communication, est-ce que toi, en tant que Daryl Croiset, le DJ, tu communiques? Comment tu communiques? Et puis après, pareil pour Private Fields, est-ce que vous communiquez? Comment vous communiquez? Et est-ce que tu fais une sorte de fusion entre... puisque tu es un peu dans les deux, donc est-ce que la communication, elle va être impactée? Est-ce que Daryl impacte Private Fields et Private Fields impacte Daryl? On va dire qu'au début, Daryl a impacté Private Fields parce que oui, c'est moi de base. Mais là, par exemple, maintenant, en vrai, non, pas forcément. Il y a vraiment Daryl Croiset, moi en tant qu'artiste et DJ, et tu as vraiment Private Fields. Et comment moi je communique en vérité? De mon côté, Daryl Croiset, c'est assez, on va dire, simple. Parce que, enfin, ça dépend. Pour mon côté DJ, c'est plus simple que mon côté artiste. Parce que le côté DJ, c'est un concept qui te book. Et généralement, même si on compte sur les DJ pour qu'ils fassent la promotion et la communication, c'est généralement plus le concept qui doit faire la promotion de l'événement à l'événement. Donc, toi, tu es plus un bonus, tu vois. Mais en tant que vraiment artiste, genre moi, chanteur, en fait, il n'y a pas de soirée. Il y a juste moi tout seul. Donc là, c'est vraiment... En fait, je communique à peu près comme je communique sur Private Fields. Donc, c'est vraiment des photos, des vidéos... Vraiment, tout est planifié, on va dire. Parce que pour le DJing, c'est pas vraiment planifié, c'est plus dans la vibe, tu vois. Mais pour les soirées et le côté artistique, c'est vraiment tout est planifié. Là, généralement, j'ai un agenda où je dis
ce jour-là, je dois publier ça, ce jour-là, etc. Parce qu'après, tu t'y perds. Mais ouais, c'est super important la communication parce que ça permet de faire des rappels aux gens aussi. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a plein de gens, si tu ne leur rappelles pas ou si tu ne mets pas l'info devant leur tête, ils oublient. Moi, c'est surtout ça. S'il n'y a pas l'info devant leur tête, ils ne cherchent pas. Et puis, il y a la règle des 3 secondes. Ouais, c'est Au ça. bout de 3 secondes, tu quittes un visuel si tu n'as pas trouvé tes infos. Un visuel ou tu es sur un site, si tu n'as pas trouvé, tu pars. Donc, c'est super important de maintenir tout le temps ton audience. Ouais, toujours les tenir au courant, update. Mais donc, tu as vraiment une stratégie de consistency, mais est-ce que tu fais aussi genre des ads et tout ou pas trop? Oui, bien sûr, des ads parce qu'au début, c'était que du bouche à oreille, tu vois. Et vas-y, une soirée avec du bouche à oreille, généralement, tu peux amener 150, 200 personnes, mais si tu veux capter ce cap-là, tu dois mettre des ads parce que là, tu cibles déjà des gens qui n'ont pas forcément ton âge, tu vois. Et comme maintenant, les ads, c'est super bien fait, tu peux vraiment cibler le style de choses que tu veux, de gens que tu veux toucher, tu vois, les intérêts. Alors que le bouche-oreille, pas forcément, tu vois. Et donc oui, c'est vraiment toucher des personnes plus âgées, déjà parce que le R&B, c'est pas forcément que jeune, c'est aussi beaucoup plus âgé, mais aussi toucher les plus jeunes. Et donc, comme tu ne rencontres pas forcément des gens plus jeunes tous les jours, ben les ads, oui, bien sûr, ça t'aide. Mais la stratégie, elle est pour faire des promotions, tu la fais que digitalement, donc tu fais pas genre printed. Eh ben, dis-toi que j'y pensais l'autre jour, mais ouais, c'est vraiment que digital et bouche à oreille pour le moment. Ah oui, ok. Ouais, vraiment, ouais. Je sais pas si encore, est-ce que ça sert à quelque chose de... Moi, je pense que ça revient. Je sais pas, mais c'est vrai que maintenant, parfois sur mes réseaux, je vois encore des gens remettre... Mais ça, c'était à l'époque, dis-toi, mettre des affiches et tout, ça, c'était vraiment à l'époque, tu vois, avant, c'était quoi? C'était en 2012, ouais, 2010, avant les réseaux. Oui, mais ça revient parce mais que ça les revient, gens, ils deviennent fous d'Instagram. Donc ouais, c'est vrai. Veulent de nouveau, allez, the real experience, genre, allez, bon. Ouais, non. Je peux faire tout un podcast juste sur ça. Mais nous, ici, on Maybe pense... même, tu m'as convaincue aussi. Moi, je suis très digitale. Forcément, j'ai fait des études de com. Mais pareil, en arrivant dans une agence de design graphique où tu touches un peu plus au print, tu te rends compte que l'expérience, en fait, elle est différente. Et puis même, tu te rends compte que tu as un souvenir, entre guillemets. Bon, après, si c'est un poster, tu récupères pas forcément le poster, mais si tu as un petit flyer ou une petite carte, tu gardes un petit souvenir. Oui, je pense juste qu'il y a un extra layer que tu peux ajouter si tu fais un truc dans le vrai monde, que tu peux, genre ton expérience, tu l'as digitale et tu as l'événement, mais que tu peux encore ajouter un autre truc. Allez, c'est pas que tu dois choisir entre le digital et le printed, mais que ça peut vraiment fonctionner l'un à l'autre, et pas uniquement pour promouvoir ton événement, mais même sur l'événement même, genre donner un truc aux gens que tu vois que ça catch l'œil et qu'ils se rappellent c'est parce que c'est tellement oublié tous ces petits trucs que tu peux vraiment faire une différence si tu fais un truc printed, je pense. Ouais, et puis comme on disait, avec Covid, Instagram je dis printed, mais ça peut être non, c'est du marketing au final. Ça peut être un autre truc mais une attention en fait, le fait que la personne elle vienne et elle voit que les gens ont pensé à l'expérience globale et que c'est pas juste ok, j'ai vu une pub sur les réseaux, je viens, et c'est très loin quoi. Quand tu as ton petit truc, c'est personnel et ça par exemple on le distribue pas avant les événements, mais pendant les événements on offre des briquets imprimés avec Private Fields, tu vois. Ça, je pense que c'est super bien. Donc on a déjà ça, et aussi on a des stickers. Mais tu vois, mais ça c'est pas en amont. Oui, mais ça reste quand même une expérience. C'est déjà un truc. Parce que les gens ils prennent avec et c'est un extra thing et ils rentrent chez eux, ils sont là, nice, et ça fait ta publicité gratuitement en plus. Gratuitement on s'entend. Et même les bracelets, on écrit aussi Private Fields toujours dans une certaine couleur, tu vois, sur les bracelets. Donc on va dire qu'ils ont quand même un petit souvenir. Oui, donc ça va, tu fais quand même du marketing printed. Même si c'est pas avant, tu le fais au moment même. Donc, donc tu penses quand même t'as comme 360. Ouais, c'est ça, un peu quand même. Mais peut-être pour la suite, pourquoi pas, peut-être en amont. Ça a à voir avec les autres. Mais
des super grands posters à Bruxelles. Ouais, parce qu'en plus, il y a quand même quelques endroits stratégiques, mais c'est vrai que quand tu disais que ça revenait, c'est vrai que moi, sur mes réseaux, parce qu'on est partout avec Private Field sur les réseaux, que ce soit sur TikTok, Twitter et Instagram, et c'est vrai que là, sur TikTok, récemment, j'ai vu des plus jeunes, en plus, pas forcément les plus vieux, mais revenir avec des prints, tu vois, et les coller partout un peu dans Bruxelles, donc c'est quelque chose à creuser, en vrai de vrai. New strategy. Ouais. Moi, je voulais revenir juste un tout petit peu sur les ads que tu disais. C'est quoi un peu ton rapport en tant qu'artiste de faire de la publicité payante sur de l'art? Est-ce que toi... Allez, non, ça te dérange pas. Enfin, si, peut-être ça te dérange de le faire, mais est-ce que tu te sens obligé parce que justement, tout se passe sur les réseaux et que si on booste pas le contenu, bah, peut-être ça peut passer à la trappe. Ou, on peut voir comment tu... Est-ce que tu penses que ça dévalorise l'artiste ou ça le met en avant? Genre, toi, ton rapport à tout ça, c'est quoi? Allez, on va dire pour tout ce qui est soirée, je trouve que c'est obligatoire. Ouais. Pour les ads, comme je disais, ça permet de toucher des gens que tu ne toucherais pas forcément dans la vraie vie. Après, pour le côté artiste, j'ai un rapport un petit peu plus différent. Parce que je trouve qu'au début, en tant qu'artiste, même si pour la soirée, c'est bien de commencer par le bouche-oreille parce que c'est vraiment le noyau même. Mais je trouve qu'en tant qu'artiste, c'est encore plus important parce que c'est une autre consommation, tu vois. Enfin, les concepts, c'est juste une fois. Nous, déjà, c'est pas tous les mois, c'est tous les 2 mois, donc c'est vraiment très rare. Alors que la musique, tu l'as à portée de main et tu peux la relancer autant que tu veux. Donc, si tu arrives vraiment à construire un noyau très très dur dès le début, autour, au bouche-oreille, en fait, ce noyau-là, il va encore faire la même chose autour de lui et je trouve que c'est encore plus, comment dire, plus naturel, tu vois. Mais par exemple, moi, payer des ads en tant qu'artiste, ça dépend. Parfois je vois que ça n'a pas pris comme je l'espérais, donc là, j'en mets un petit peu. Mais sinon, si ça prend bien de base, non, je me verrai pas le faire parce que ça finira quand même par tourner un moment à l'autre. Comme en tant qu'artiste, t'es plus créatif, tu sors des choses beaucoup plus souvent qu'en soirée, tu vois, donc ça touchera quand même les personnes que tu souhaites atteindre à un moment ou à un autre, on va dire. Et est-ce que à choisir, tu préférais, donc tu es déjà dans un truc un peu consistency où tu postes assez régulièrement parce qu'il faut être présent. Est-ce que tu devrais faire, par exemple, il y a un son qui sort, genre vraiment une mini campagne, peut-être avec des ads pour booster en fait le son qui sort et pour gagner en visibilité? Je le ferai pas au début, mais je pense que ça, les ads, moi je le fais toujours à la fin, en vérité. D'abord, je laisse tout se faire de manière organique, et c'est plus par la fin, c'est genre peut-être une semaine après, mais vraiment par exemple, moi mes promotions généralement c'est pendant une semaine, donc je commence ma promotion le lundi et le son il peut sortir dimanche. Mais ça, je le ferai le dimanche d'après. Tu vois, je ne vais pas commencer une campagne ads le lundi où j'annonce. Non. Personnellement, non. Je trouve que... Mais donc, si ça fonctionne bien, tu adds pas, mais si ça fonctionne pas, tu adds. Ouais, généralement, c'est comme ça. En fait, ça dépend. C'est pas logique. Ça dépend. Parce que tu vas perdre moins d'argent. Si ça fonctionne bien, tu mets une ad, tu payeras moins par clic que si tu fais l'inverse. Allez, elle peut expliquer plus. Mais du coup, puisque ta publication a déjà du organic view, donc non payant, c'est que le contenu intéresse. Et donc, si tu mets un certain budget, tu peux être sûr à pratiquement 100% que, vu que ça intéressait déjà organiquement, ça va intéresser encore plus. Voilà. C'est vrai. Et donc, après, j'ai plus le mot en anglais, mais ton cost per click, donc ton coût, chaque clic que tu vas avoir, il va diminuer puisque tu vas toucher plus de monde pour le même budget que tu aurais mis sur un truc qui ne fonctionnait pas. Et donc, le but à toi, c'est que chaque clic te coûte le moins cher possible parce que c'est le plus intéressant, quoi. J'avais jamais réfléchi comme ça, tu vas nous prendre quelque chose. Ça a testé. Ça a testé. Mais j'avais jamais pensé ça comme ça. En fait, tous les contents qui fonctionnent le mieux, c'est mieux que tu advertises ça parce que comme ça, ça ira encore mieux. Tout ce qui fonctionne organique fonctionne d'office aussi, paid. D'office. Ça, c'est sûr? Est-ce que tu es sûr de ça? Ouais, c'est sûr. Mais c'est bien, c'est une bonne tactique, je pense, d'attendre une semaine, de voir comment ça fonctionne. Ça, je suis d'accord. Mais si ça fonctionne organique, ça fonctionne d'office aussi paid. Parce que paid, c'est juste,
tu vas booster plus de gens. Ouais, c'est ça, oui, c'est faire découvrir plus. Ouais. Et puis, comme tu dis, il y a moyen de bien target avec les intérêts. Donc, tu peux bien cibler. Mais je trouve quand même que tu es très aware de tout ce qui est communication et promo et tout. Comment tu as fait pour trouver... Parce que je suppose que tu préfères faire ton job et de la musique que de faire des contents sur social media. Comment tu as fait pour trouver ton way? En vrai, comment expliquer? En vrai, en fait, on a tout commencé par nous-mêmes et ça m'a obligé à développer un peu mes skills un peu à gauche à droite et donc comme une soirée c'est aussi basé principalement sur la promotion, j'ai commencé à faire mes recherches moi-même, j'ai été sur YouTube et en vrai avec internet tu peux vraiment tout apprendre super rapidement, tu vois. Mais après oui, je préfère faire mon côté artistique que ce côté-là, job communication. Mais j'aime bien parce que tu apprends toujours des nouvelles choses, tu vois, tu découvres toujours des nouvelles choses, des nouvelles personnes, des nouveaux profils, tu te demandes pourquoi ils s'intéressent à ci, comment ils fonctionnent, donc j'aime bien avoir plusieurs branches à mon arbre, c'est ça? Plusieurs cordes à mon arc. Cordes à mon arc. Je sais pas de quoi tu parles. Different skills. Moi j'avais quelque chose d'autre en tête, mais c'est vrai. Donc j'aime bien avoir plusieurs cordes à mon arc et je pense que j'adore apprendre des nouvelles choses, tu vois, tous les jours et c'est un muscle, tu vois, je trouve, de ce côté créatif et tout et ça se rejoint en vrai, tu vois, donc parce que maintenant en plus, avant il n'y avait pas forcément vraiment cet aspect promo en tant qu'artiste à l'époque parce qu'il n'y avait pas autant d'artistes qu'aujourd'hui. Maintenant il y en a vraiment beaucoup et t'as vraiment de la musique qui sort tout le temps. Donc il n'y avait pas vraiment ce côté promo qui était nécessaire pour les artistes. Ils laissaient plus parler l'art. Mais maintenant, comme il y a beaucoup plus de choses et de gens dans le monde, tu es un peu obligé, tu vois, de te démarquer. De te démarquer. C'est vraiment ça la chose. Donc j'ai été tout simplement obligé aussi. Et combien de temps tu mets pour préparer toute ta com? Tu prépares à l'avance? Ouais, je prépare à l'avance. J'ai jamais calculé. Mais je ne saurais pas dire comme ça, faire un projet pour une soirée par exemple. Au début, ça prenait beaucoup plus de temps parce que tu vois, tu découvres comment ça marche. Mais là, par exemple, aller en 3 soirées, je sais faire vraiment le planning de enfin, en 3 soirées, on va dire, par exemple, si je prends 2 heures dans une soirée, je sais vraiment, pendant 3 jours d'affilée, je sais vraiment planifier comment je vais dérouler la promotion de ma prochaine soirée qui se passe, quoi. Après, pour le côté artistique, c'est un peu tous les jours. Comme maintenant, il y a TikTok. Par exemple, sur TikTok, j'envoie tous les jours des TikTok, tu vois, donc... TikTok, ça fonctionne bien? Ouais, TikTok, ça fonctionne bien parce que tu touches aussi des gens plus jeunes. Tu vois, qui étaient... Maintenant, ça va, les gens plus jeunes arrivent qui étaient sur TikTok de base, aller sur Instagram. Mais avant, c'était pas forcément comme ça. Tu avais vraiment des gens qui étaient que sur TikTok, tu vois. Et donc, c'est vraiment un autre style de public, quoi. Ouais. Et tu l'abordes comment, ta com sur TikTok? Est-ce que tu l'abordes de la même... Allez, TikTok, c'est visuel, mais c'est pas aussi visuel qu'Insta. Du coup, tu es plus dans quel type de partage? TikTok, comme c'est tous les jours, en vrai, avec l'algorithme, de moi, ce que je pense avoir compris, TikTok, tu dois vraiment être le plus productif possible. Tu vois? Ça. Parce que, alors que sur Insta, même si maintenant ils ont essayé un peu de ramener cette vibe, mais en vérité, non. Sur Insta, moi, c'est plus sur Insta, pour moi, c'est le plus simple, le plus esthétique, alors que TikTok, c'est plus, ok, il faut bombarder, il faut envoyer, et les gens, parce que sur TikTok, tu touches vraiment des gens que tu ne toucherais pas sur Insta, et c'est vraiment des gens différents chaque jour, on va dire, tu vois. Et donc, chaque jour, en fait, tu peux toucher des nouvelles personnes, donc si tu es proactif chaque jour, tu toucheras d'office des nouvelles personnes, et tu vas encore plus tourner, mais donc sur TikTok, je suis plus visuel, enfin, tu as plus mon côté visuel, on voit plus qui je suis. Sur Instagram, bien sûr, on voit qui je suis. Mais sur TikTok, tu vois encore plus. Tu peux un peu plus t'ouvrir. Oui, c'est ça, tu t'ouvres plus, on va dire. Tu découvres vraiment la personne que je suis. Et tu fais que tes musiques sur TikTok ou tu filmes aussi, genre, ta journée ou non, ou comment on doit le voir? C'est un peu du lifestyle, mais il y a toujours un rapport avec ma musique. Tu vois, je vais pas juste faire du lifestyle sans mentionner ma musique, tu vois, parce que je reste quand même un artiste de base, donc c'est pour ça. Mais justement, tu vas utiliser tes sons dans les sons TikTok ou tu vas plutôt utiliser un son qui a percé pour faire des vues? Non, là pour le moment, c'est vraiment que ma musique, sons, que ma musique. Et ça fonctionne. Allez, je veux dire,
ton engagement sur la plateforme, il est... Ouais, ben, je fais que gagner des vues, je fais que gagner des abonnés. J'ai aussi une conversion vers mon Spotify, tu vois. Je peux voir que je gagne des auditeurs chaque jour. Donc, ça fonctionne en vrai. Ouais. C'est nice d'avoir... parce qu'ici, au bureau, c'est beaucoup plus graphique. Ouais. Et je trouve que la communication, enfin, la discussion qu'on a, c'est ce que j'essaye de transmettre un peu tous les jours. Et je trouve que c'est cool de voir un artiste qui a la même vision sans Elle est super contente parce que moi je suis pas du tout pro TikTok. Elle mais oui, non, mais mais je trouve, allez, c'est vrai que oui, c'est super intéressant. Quand j'arrive avec mes discussions, mes stratégies TikTok, on me regarde, mais Camille, qu'est-ce que tu vas faire? Et je trouve que non, en fait, je suis pas une alien, moi, ça fonctionne. Je pense que TikTok, c'est juste, pourquoi ça me fait peur, c'est que tu dois poster tous les jours. Ça, Genre déjà Instagram, allez, pour nous-mêmes, ça nous prend tellement de temps. On doit déjà le faire pour plein de clients. Donc si en plus on doit... Allez, déjà l'Instagram, le Studio Mati, il faut vraiment, on passe vraiment beaucoup de temps à le faire. Si en plus on doit faire des TikTok tous les jours, tu vois, si je veux aller sur TikTok, je veux le faire bien, pas genre... Mais après, sur TikTok, comme c'est plus naturel, t'es pas obligé de réfléchir comme tu réfléchis sur Insta. Parce que moi aussi, sur Instagram... Quand je fais des posts, etc., où ma communication, c'est vraiment réfléchi, tu vois, c'est vraiment carré. Alors que sur TikTok, parfois, tu es juste là, tu es dans la rue, tu poses ton GSM. Mais c'est ça qui va fonctionner le mieux en plus. Ouais, ça fonctionne parce que je pense que sur TikTok, c'est vraiment... Les gens veulent vraiment connaître ta personnalité et comment t'es, tu vois. Je sais pas si je veux qu'il moi aussi, à la base, j'étais pas du tout comme ça. Moi, à la base, j'étais dans ma chambre. Moi, je suis encore introvert. Maintenant, je suis un peu plus extra parce que voilà, je suis entré dans ce monde-là qu'à la musique, donc il faut plus s'ouvrir. Mais Camille va faire sa lifestyle. Ouais, 2025, I'm becoming an influencer. Et donc, Non, mais je trouve ça super intéressant parce que Et Twitter, tu peux expliquer? Parce que ça m'intrigue aussi quand même. Ben, Twitter, on est quand même... X. Ouais, X déjà, il y a eu plein de problèmes avec les changements des noms et tout, mais en fait, sur Twitter, t'as plus autant de nouvelles personnes qu'avant, mais t'as les personnes qui étaient habituées à base, donc... T'as encore eux qui sont toujours là, qui sont toujours là sur ce réseau, mais c'est pas le même genre de personnes que tu auras sur Instagram et TikTok, tu vois. Donc Twitter, c'est plus âgé, moi je dirais. Tu vois, c'est plus âgé et c'est aussi des gens... Twitter aussi, ça dépend de l'algorithme, mais moi par exemple, comme je suis artiste, j'ai vraiment un algorithme très 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 artistique. Donc si tu as des gens qui te follow aussi dans ce cadre-là, je pense qu'ils auront aussi ce genre d'algorithme. Et quand ils reposteront autour de eux, ça restera que de l'artistique, tu vois. Alors que sur TikTok, c'est ça. Alors que sur TikTok et TikTok encore plus, c'est un peu de tout, on va dire, tu vois. Instagram, c'est un peu de tout, mais un peu moins que TikTok. Mais vraiment, Twitter, c'est vraiment très, très ciblé, on va dire. Donc tu peux, si tu as une communauté sur Twitter très, très soudée, c'est vraiment bien parce que tu as vraiment que des gens soudés autour de toi, on va dire. Et du coup, sur Twitter, tu partages juste... allez, je sais pas, je suis pas du tout... J'ai jamais été dessus et ça m'intéresse pas plus que ça parce que je trouve ça trop compliqué en fait. Mais parce que c'est, je sais pas, avec ces ripostes et les bazars et tout, enfin, on va me prendre pour une mamie. Ouais, mais oui, tu postes une vidéo, je sais pas, pour Twitter, j'ai l'impression que tu dois être tellement précis, mais en même temps non, parce que c'est surtout sur base de texte. Donc, tu dois avoir les bons mots. Est-ce que c'est aussi une question de... Si tu as les bons mots, tu vas être en tendance ou je sais pas quoi? Il y a encore des tendances sur Twitter, mais non, je pense pas que c'est plus des tendances. En tout cas, moi, de ce que je vois, les tendances, c'est plus l'actualité dans le monde. Tu vois, c'est pas forcément le monde artistique. Mais moi, le Twitter, en vrai, comment moi je l'utilise? Je fais ma promo en très rapide, encore moins que Instagram et TikTok. Mais je fais plus ressortir mon côté artistique, mais genre ce que j'ai dans ma tête. Je sais pas comment. Plus des insights. Oui, c'est ça. Des choses que je partagerai pas forcément sur Instagram ou genre TikTok. Un truc qui te passe par la tête, et tu as besoin de le dire. Exactement. Tu prends cette plateforme pour ça. Et tu mets aussi genre une nouvelle musique et tu partages ou pas trop? Non, ça généralement sur TikTok, moi je mets juste la cover. Après les gens sont redirigés vers ma musique, mais sinon non, je mets pas de vidéo, on va dire. C'est plus des images sur Twitter, je mets plus des images, quoi. Plus des covers de mes sons. Et donc c'est plus partager ce que mes inspirations pensent ou disent, parce que moi je pense comme ça, et donc les gens qui te suivent voient dans quel mind t'es, tu vois, comment... et c'est plus, vraiment plus le mind artistique. Et est-ce que tu dirais que ça fait aussi partie de ton... image de marque, personal branding, de partager à ta communauté. Ouais, je trouve, parce qu'il faut quand même que les gens, ok, tu as la musique, même si tu comprends de quoi tu parles, mais je trouve que, en tout cas, personnellement, quand moi j'écoute un artiste,
je veux encore aller plus en profondeur, tu vois, vraiment comment il pense, comment il vit, comment il a, qu'est-ce qu'il aime dans la vie. Enfin, ouais, j'aime vraiment comprendre l'artiste. Ok, bah écoute, c'était super intéressant. Je trouve ça vraiment super chouette. Merci à toi. J'ai vraiment apprécié le moment. C'était super cool. It was very nice. Ouais, merci beaucoup et qui sait, à la prochaine peut-être. Oui, à une fête ou quoi. Ouais. Venez, avec plaisir. Hein. Je vous dirai quand c'est la prochaine. Avec plaisir. Nice, trop bien. Ok, thank you. Thanks. Merci.